journal. Juliette Camdet. Bonjour et bienvenue à tous dans le 12h30. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées poursuit sa campagne de sensibilisation contre les pratiques malsaines. Elle échange depuis ce matin avec les acteurs du secteur privé. Renforcement de la résilience des populations de la zone littorale du Togo face au changement climatique. Les femmes et jeunes du littoral vont pouvoir entreprendre des activités génératrices de revenus. C'est une alternative à l'interdiction de l'extraction du sabre marin. La procureure de la Cour pénale internationale fait appel de la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Fatou Bensouda demande leur maintien en prison, le temps d'examiner les motivations détaillées des juges concernant l'acquittement. L'Union africaine convie les voisins de la RDC pour accorder leur point de vue sur la présidentielle du 30 décembre dernier. La SADC se réunit en urgence ce jeudi à la demande du président de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Et puis sport, football, Fouadan FC de Dapaon limoge son entraîneur. Le technicien sénégalais Sow Baldé a été remercié pour insuffisance de rendement. Radiolomé.tg. Lutte contre l'érosion côtière au Togo, le pays vient de lancer un projet de renforcement par des activités génératrices de revenus, la résilience des femmes et des jeunes de la zone littorale face au changement climatique. Financé à hauteur de 614 millions de francs CFA par le Fonds pour l'environnement mondial FM, à travers la FAO, le projet s'exécute sur une période de 30 mois. Amara Moussa. Ce projet vient en réponse à l'interdiction par le gouvernement de l'extraction du sable et du gravier marin. Cette activité, ajoutée aux effets des changements climatiques, aggrave l'érosion côtière avec l'avancée de la mer de 5 à 10 mètres par an avec des pic de 20 mètres par endroit. Le projet ainsi lancé vient avec ses activités génératrices de revenus résoudre le premier problème d'emploi sur le littoral. Tchahé Tchabore Nanja, coordonnateur du projet. Le Togo, tout comme certains pays de la sous-région, est confronté depuis de nombreuses années au phénomène de l'érosion côtière. Donc nous sommes tous conscients ici des conséquences graves que ce phénomène cause, notamment sur les populations riveraines. De façon globale, nous attendons d'ici la fin du projet, qui a une durée de vie de 2 ans, que les populations bénéficiaires aient un niveau de vie amélioré face au changement climatique, que leur résilience soit renforcée et que leur niveau de vie, leurs conditions de vie, leur potentiel, leurs activités soient développées pour le meilleur de nous tous. Pour le chargé du programme à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO Togo Oyetunde Djiwa, le projet se veut une alternative pour éradiquer ce phénomène de dégradation des écosystèmes du littoral. Toute interdiction doit trouver des alternatives à cette activité. C'est de là qu'est née, dans le contexte de la réhabilitation de la route Lomé-Cotonou, de trouver un volet social qui prenne en compte cette question-là pour soutenir les femmes et leur trouver des solutions pour des activités qui peuvent leur procurer de l'argent afin qu'elles renoncent de façon durable à l'exploitation du gravier marin. Donc pour ce projet, nous allons financer des femmes et des jeunes qui s'adonnent au maraîchage, à l'aquaculture et à la transformation du poisson. Voilà les 3 domaines principaux. Mais comme c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre des changements climatiques, nous allons aussi faire des activités de protection de l'environnement, notamment les mangroves, parce que c'est les seuls écosystèmes particuliers de cette zone-là et qui sont en dégradation. Le lancement du projet de renforcement par les activités génératrices de revenus de la résilience des femmes et des jeunes de la zone littorale du Togo face au changement climatique coïncide avec la fin d'un autre projet. Il s'agit du projet d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, également financé par la FAO.
On retrouve Amara Moussa. Ce projet a outillé les femmes transformatrices des produits forestiers non lignés en techniques adéquates pour rendre compétitifs leurs produits sur le marché national et international. Le projet, qui aura très bientôt une deuxième phase, s'est focalisé sur 5 produits forestiers non lignés, notamment le miel, le néré, le karité, le moringa et les plantes médicinales. À la clôture officielle de ce projet ce jeudi, plusieurs transformatrices sont reparties avec du matériel nécessaire à la promotion de leur activité génératrice de revenus. Les bénéficiaires se félicitent de ce geste qui vient booster leur activité génératrice de revenus. Le directeur des cabinets du ministère de l'Environnement, Dr Paul Koudadji, qui avait à ses côtés ses collègues de l'agriculture et des transports, a au nom du gouvernement remercié la FAO pour son accompagnement. Les acteurs du secteur privé invités à maîtriser les enjeux de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. C'est à travers un atelier de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale lancée en septembre dernier par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Pulsia. Hélène Assabi. Après les organisations de la société civile en novembre dernier, c'est au tour des acteurs du secteur privé d'accueillir cette campagne de sensibilisation placée sous le thème « Participation citoyenne à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ». La corruption étant une menace pour le développement durable d'un pays, Aplusia veut à travers cette campagne conscientiser les citoyens contre le fléau de la corruption afin d'inaugurer une ère de tolérance zéro à l'égard des actes de corruption et les infractions assimilées. Une collaboration avec le secteur privé s'avère donc nécessaire pour mener à bien cette lutte. Essorana Wiyao, président Aplusia. Le secteur privé est un partenaire traditionnel de l'administration publique. Il a admis généralement que lorsque le corrompu est dans l'administration publique, le corrupteur est dans le secteur privé. Donc c'est les deux protagonistes de la corruption. Si on sensibilise l'homme du secteur public, il faut aussi sensibiliser l'homme du secteur privé. C'est la première raison. La seconde raison, je voudrais préciser que la lutte contre la corruption, c'est en réalité la protection de toute l'économie nationale, y compris le secteur public et le secteur privé. Le secteur privé aussi souffre des actes de corruption. Ça nuit aux affaires. Il faut qu'ils nous disent ce dont ils souffrent afin que nous puissions leur proposer des mesures. Des études menées par le FMI révèlent que les investissements dans les pays corrompus sont de 5% inférieurs aux investissements réalisés dans les pays moins corrompus, ce qui conduit inévitablement à la paralysie économique des États. Le gouvernement togolais n'est pas resté indifférent. Madame Bernadette Leguezim Balouki, ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Cette politique est marquée depuis une décennie par la création de plusieurs organes, notamment l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale du Trésor, la Cour des comptes et l'Office togolais des recettes. D'énormes efforts sont consentis pour permettre au secteur privé de contribuer de façon significative à la création des emplois, à la croissance économique, à la réduction de la pauvreté et au développement de notre pays. Aplusia a été créée au Togo le 28 juillet 2015. Elle a pour, entre autres missions, la répression à travers la collecte et le traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption, la protection des dénonciateurs et le respect du principe de la présomption d'innocence. Début hier à la Maison des Jeunes d'Amanda Romé à Lomé du programme d'activités socio-éducatives. Pendant plus de 2 semaines seront mises en lumière les diverses activités et opportunités qu'offrent les maisons et centres de jeunes pour répondre aux besoins de développement physique, affectif, intellectuel, social de la jeunesse. Une délégation du ministère du Développement à la base, initiateur de ce programme, est allée encourager les jeunes dans leurs différents ateliers, notamment sportifs, artistique et socio-culturel. Joseph Anala, directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. La maison des jeunes de Lomé, comme toutes les autres maisons de jeunes, ont des vocations, contribuer à la formation et à l'encadrement socio-éducatif des jeunes afin de faire des acteurs qui participent pleinement au développement de leur pays. C'est
tout un ensemble d'activités. Mais au-delà, le centre leur offre la possibilité de renforcer leurs capacités sur les questions liées à la promotion de l'entrepreneuriat, mais également pour s'orienter sur la recherche de l'emploi. Tous les troisièmes vendredis du mois, un atelier sur les techniques de recherche d'emploi. On initie ici tous les mercredis des ateliers où les jeunes peuvent s'inscrire. Et nous avons ici cette idée qu'un jeune qui veut se mettre à la disposition de sa nation est capable de se donner volontairement ou de manière bénévole pour initier ses camarades. Au total, 6 maisons de jeunes sont construites à Dapaon, Mango, Kara, Sokode, Atakpame et à Lomé. À terme, elles offriront un cadre de prestations de diverses activités socio-économiques et culturelles à des milliers de jeunes Togolais des deux sexes. Retrouvons Joseph Anala. Vous arrivez à Kara, vous avez un atelier de formation en couture où les jeunes sont inscrits gratuitement, suivent leur formation pendant les 3 ans et à la fin de leur formation, le gouvernement, à travers le ministère, les accompagne avec des kits pour qu'ils puissent s'installer et exercer le métier. Vous avez également un centre d'écoute et de santé de la reproduction. Vous arrivez au centre de Govier, vous avez au moins 7 métiers. C'est également le cas à Dounion, c'est également le cas à Moretan et dans les CIP que nous avons sur tous les territoires. Voilà un peu décrit les maisons de jeunes et les missions. Contribuer à l'éveil des talents, contribuer à l'encadrement socio-éducatif des jeunes, faire en sorte que les jeunes puissent parvenir à leur autonomisation et de se rendre utiles à leur communauté. Joseph Anala, à l'instant. Distinction des acteurs de promotion des droits de l'homme. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, a lancé hier les activités de la 3e édition de la Nuit des droits de l'homme. L'événement qui vise à renforcer les actions de promotion et de protection des droits de l'homme au Togo aura lieu le 23 février prochain à Lomé. Angèle Routondi. Placée sous le thème « Renforçons notre engagement », la Nuit des droits de l'homme s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme. Il sera question d'identifier, d'encourager et de primer les acteurs étatiques et non étatiques dont les actions contribuent à des changements positifs au sein des communautés. L'acte 3 a donc une particularité. Spero Maule, président du CACIT. Cette année, l'innovation, c'est d'abord que l'activité est couplée avec une activité du procément. Et donc, c'est la justice sociale qui va être à l'honneur. Et donc, nous allons essayer de primer les acteurs en fonction également de la justice sociale. Surtout des gens des ODD. L'autre innovation, c'est que quand on aura primé les gens, on ne va plus les laisser simplement avec leur gloire, mais on va les accompagner. C'est-à-dire, on va déterminer ensemble des objectifs et on va essayer de les mettre en œuvre. Et pour cette édition, nous allons axer nos actions sur le droit à la santé et nous avons choisi le CHU Sylvanus Olympio. Donc, on va voir comment arriver à améliorer le droit à la santé au niveau du CHU Sylvanus Olympio en espérant que cela aura un rejaillissement sur tous les autres centres de santé du Togo. L'événement est organisé à l'intention des institutions publiques, des organisations de défense des droits de l'homme, des magistrats, des avocats, des médias, des artistes et autres de toute l'étendue du territoire. 17 catégories seront primées à cette édition. Les formulaires de candidature sont disponibles sur le site www.cacit.org. Le journal Juliette Camdet. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devront peut-être rester plus longtemps que prévu dans la prison de Scheveningen à La Haye. Alors qu'ils venaient d'être acquittés de crimes contre l'humanité, le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a interjeté appel hier de la décision de les remettre en liberté. Geneviève Bognon. Mardi, les juges avaient en effet prononcé l'acquittement sans donner l'intégralité de leurs arguments, car cela risque de prendre encore plusieurs mois. Mais en attendant, Fatou Bensouda craint que l'ancien président ivoirien laisse leader des jeunes patriotes ne prenne la fuite avant une éventuelle poursuite du procès. Les avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont jusqu'à la mi-journée pour faire parvenir leurs arguments. Ensuite, les 5 juges de la chambre d'appel vont examiner l'ensemble de ce dossier.
Comme il s'agit d'une procédure d'urgence, il est fort probable que leur décision soit connue assez rapidement. À l'inverse, si les 5 juges rejettent cet appel et confirment la remise en liberté, le greffe pourra reprendre son travail pour préparer la logistique de la libération des 2 responsables politiques ivoiriens. Dans tous les cas, cet appel ne remet pas en question l'acquittement de ces 2 personnalités. Et maintenant, si Laurent Gbagbo est libéré dans les prochains jours, retournera-t-il en Côte d'Ivoire? Mais cette option n'est pas sans risque pour lui, d'autant plus qu'il a été condamné à 20 ans de prison à son absence. Une peine prononcée en janvier 2018 par la justice ivoirienne dans l'affaire dite du CAS de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et de plusieurs banques commerciales. Les faits remontent à la crise post-électorale de 2010-2011. Depuis ce jugement, Laurent Gbagbo est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international et l'amnistie décrétée il y a 6 mois par Alassane Ouattara ne concerne pas cette affaire. En tout cas, l'ancien chef de l'État ne s'est pour l'instant pas personnellement prononcé sur la question de son éventuel retour au pays. Il est trop tôt pour commenter le futur et le lieu où il pourrait aller pour se reposer, commente l'un de ses avocats, Maître Emmanuel Altit. Mais, ajoute-t-il, Laurent Gbagbo est viscéralement attaché à sa terre. La communauté des États d'Afrique australe, SADC, doit se réunir en urgence ce jeudi à Addis Abeba, en Éthiopie, sous la demande du président de l'Union africaine. Elle doit débattre du résultat contesté de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo. Sylvie Tchangaï. Appelé à un recomptage des voix, à un dialogue entre acteurs politiques congolais ou tout simplement à respecter les résultats du scrutin, les États voisins du Congo vont devoir trancher. 14 chefs d'État de la sous-région ont été donc conviés à ce mini-sommet organisé à la demande du président de l'Union africaine, Paul Kagame. Lundi, alors que la conférence internationale pour la région des Grands Lacs souhaite, elle aussi, à un recomptage des voix, la SADC fait marche arrière sur cette demande. Idem devant le Conseil de sécurité mardi où Johannesburg s'est fait, le porte-parole de la prudence saluait le bon déroulement du scrutin et appelait toutes les parties à la retenue. L'objectif à Addis Abeba sera donc de parler d'une seule voix. Dès ce jeudi, des consultations doivent avoir lieu entre Paul Kagame, les présidents des pays de la SADC et ceux de la conférence des Grands Lacs. Les États-Unis de leur côté ont appelé dans un communiqué mercredi la CENI à faire en sorte que les résultats définitifs reflètent la volonté des Congolais, tout en disant reconnaître la légitimité des inquiétudes sur la transparence du processus électoral. Le gouvernement lutte pour la relance de la culture du coton. Le Togo a ainsi intégré la C4, le projet qui vise l'amélioration de la culture de coton. Pour l'heure, le pays bénéficie de plusieurs formations. L'étude des sols est aussi en cours. C'est le magazine agricole de ce jeudi avec Odette Pira. Le gouvernement a inscrit le Togo dans le projet Coton 4 qui regroupait le Mali, le Tchad, le Burkina Faso et le Bénin. Les axes du projet sont entre autres l'amélioration de la production de la filière coton des pays membres C4 plus Togo. Pour y parvenir, il faut promouvoir la maîtrise des principaux ravageurs du cotonnier et la gestion des sols. Bédine Bédé-Bonfo, directeur général de l'ITRA, l'Institut technique de recherche agronomique. Nos équipes ont bénéficié des missions techniques au Brésil pour être formées. Nous avons aussi bénéficié d'une organisation de nos structures de recherche. Et si c'est le cas du Togo, nous avons bénéficié de la mise en place d'un dispositif protégé de recherche sur le coton à Amouchou, à Kolokopé, à Kabou et à Tantigou. Et globalement, plus de 10 hectares ont été aménagés et protégés pour mener des travaux de recherche de façon sûre et pour éviter les dégâts collatéraux. Pour la fertilité des sols, un projet est en cours. Avec l'équipe du Brésil, nous sommes en train d'aller vers la mise en place même des laboratoires d'entomologie au Togo pour faire en sorte que nous puissions élever les ennemis naturels des ravageurs du cotonnier et procéder à des lâchages pour qu'ils s'attaquent à ces ennemis. En ce qui concerne
les sols. Il faut dire, vous le savez, que le chef de l'État a lancé, par le biais de la coopération marocaine, un gros projet de caractérisation de l'état de fertilité des sols du Togo. Et ce projet est même accéléré. Et aujourd'hui, nous pourrons dire même que d'ici la fin d'année, nous pourrons couvrir les 3 régions nord du Togo, donc la région de Savane, la région de la Kara et la région centrale. À jeudi prochain. Au sport du football, le technicien sénégalais Sor Baldé n'est plus l'entraîneur de Fouadan FC de Dapan. Son limogeage est intervenu mardi dernier à l'issue d'une réunion du bureau exécutif du club. Yao Kamake. Les dirigeants de la formation des Savanes Fouadan Football Club ont donc décidé de se séparer des services du Sénégalais pour insuffisance de résultats. Le club est en grande difficulté depuis le début de l'exercice 2018-2019 du championnat national de football de première division du Togo. 13e au classement, Fouadan FC va devoir continuer sa lutte pour le maintien sans son entraîneur qui lui a permis de monter en division d'élite en 2007 et lui a permis de s'y maintenir à l'issue de la saison 2017-2018. Son adjoint Mani Yamba va donc assumer l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouvel entraîneur. Une situation difficile pour le club Fouadan FC qui va accueillir ce dimanche même à domicile Gomido FC et Zobibi de Kpalimé, 2e au classement pour le compte de la 13e et dernière journée de la phase aller du championnat de première division. Le journal se referme, le rappel des titres. La haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées poursuit sa campagne de sensibilisation contre les pratiques malsaines. Elle échange depuis ce matin avec les acteurs du secteur privé. Et puis, renforcement de la résilience des populations de la zone littorale du Togo face au changement climatique. Les femmes et jeunes du littoral vont pouvoir entreprendre des activités génératrices de revenus. C'est une alternative à l'interdiction de l'extraction du sable marin. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg